Chers Congolais, on ne peut mieux éradiquer une maladie qu'en s'attaquant à sa cause ou à ses racines. Il n'y a pas longtemps, tous, ou la plupart, nous nous sommes jetés sur le phénomène Corona. Mais qui en parle encore aujourd'hui? Est-ce que ce phénomène a-t-il été éradiqué? Et pourquoi nous n'en parlons plus? Ne donnons-nous pas raison à ceux qui nous qualifient des hommes événementiels. Soyons plutôt des hommes qui réfléchissent sur les événements qui arrivent dans leur vie pour pouvoir en tirer des leçons afin que ces événements ne reviennent plus. Voilà pourquoi, avec le recul du temps, je me permets de me poser une question. D'où vient le phénomène Kuluna? Et on sait, le phénomène Kuluna vient du phénomène dit des enfants sorciers des années 1980. Et d'où venaient ces enfants dits sorciers? Ces enfants étaient qualifiés tels selon une prédication des églises de réveil. Et ces églises ou ces pasteurs avaient inondé le monde de ce discours. Il a des enfants sorciers. Et les enfants, certaines familles, étonnamment des familles modestes, étonnamment. En tout cas, il était très difficile, pour ne pas dire rare, de trouver un enfant issu d'une famille riche, dit enfant sorcier. C'était toujours des familles modestes. Ça signifie qu'à la base, ce n'était pas un problème de sorcellerie. Il faut qu'on se le dise maintenant. 40 ans après, on doit se le dire. Ce n'était pas un problème de sorcellerie. Eh bien voilà, ces enfants étaient qualifiés d'enfants sorciers. Et maintenant, pour les délivrer, il fallait les amener chez le pasteur. Étonnamment, la délivrance était payante. Il fallait payer. Et certaines familles pouvaient bien s'acquitter de cette paye ou de cette caution. Ils payaient, elles payaient. Et ces enfants étaient soi-disant délivrés. Ils réintégraient la société. Ils réintégraient la famille. Mais par contre, d'autres enfants ne pouvaient pas être délivrés parce que leur famille ne pouvait pas payer la caution. Eh bien, ces enfants jetés de leur famille parce qu'ils dit sorciers, sans lettres. Et de l'autre côté, le pasteur n'en avait que faire parce que lui n'avait pas besoin d'enfants. Il avait besoin de l'argent de leur famille. Eh bien, ces enfants étaient abandonnés de part et d'autre. Ainsi, nous sommes passés des enfants dits sorciers aux enfants de la rue, parce qu'abandonnés des hommes, eh bien, la rue les récupère. Et n'oublions jamais, quand une société rejette une partie d'elle-même, celle-ci se retourne contre la même famille. Si une société se coupe et rejette une portion de ses membres, eh bien, cette portion reviendra toujours contre la même société qui l'a rejetée. Et ces enfants partis, étonnamment, à l'époque, tout le monde. Et on était contre ces gens. Et on trouve, non, vous ne pouviez même pas placer un mot. Il ne fallait pas accepter ces enfants, ils sont sorciers, ils sont sorciers. Il fallait accepter ce discours. Et quand vous vous opposez à non, vous êtes membre, il fallait se taire. Et ces enfants ont été rejetés. Ils ont été accueillis par la rue. Mais individuellement, ces enfants sont devenus les enfants de la rue, des chégués. Mais personnellement, individuellement, ils sont vulnérables. Et les phaseurs, les enfants de la rue, ces chégués, pour faire face à l'adversité de la vie, ils vont se constituer en bande. Ainsi, ils ne sont plus chégués. Ils deviennent des koulouna.
de bandes, des hordes de bandits, des brigands. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Mais ces mêmes colons reviennent contre. Ils deviennent contre nous, mais nous avons oublié qu'en le rejetant, ils reviendraient tôt ou tard contre nous. Et aujourd'hui, étonnamment, nous qui disons, oh non, c'est des enfants de la rue, des sorciers, il faut le jeter. Mais plus personne ne se culpabilise aujourd'hui. Nous devons nous culpabiliser, dire que non, 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 nous avons rejeté ces enfants, nous les avons accusés de sorciers. Non. On a oublié que quand une société rejette une partie d'elle-même, cette partie va retourner. Non, on avait tout oublié. Eh bien, cette partie retourne maintenant contre elle-même. J'espère que nous retenons les leçons de l'histoire. Eh bien, voilà. Il faut éradiquer ces enfants. Il faut éradiquer ces koulouna. Ça devient un phénomène. Ça désagrège la société. Ça gangrène la société. Ça sème la terreur, l'insécurité. Et ainsi, nous avons assisté dans le temps avec le phénomène Likofi, opération Likofi, avec le général Kanyama. Et nous savons nous-mêmes que ça n'a pas été possible à une fois d'après. Bon, en tout cas, le phénomène est encore là. On assiste aujourd'hui encore à une autre procédure d'éradication du même phénomène. La peine capitale, dit-on. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je n'entre pas. Et mon propos ne porte pas sur le jugement de valeur de la peine capitale leur infligée. Non. En tout cas, qu'on ne me prête pas cette intention. Mon propos porte sur d'où vient le phénomène Koulouna. Point. Pour que cela ne revienne plus demain. Eh bien voilà. Au nom des droits de l'homme, il y en a qui disent non, on ne peut pas leur infliger cette peine. Mais je voudrais m'arrêter maintenant simplement sur les droits de l'homme. Cet argument selon lequel on ne peut pas leur infliger la peine capitale au nom des droits de l'homme n'engage que leurs auteurs. Moi, je reviens simplement sur l'expression droit de l'homme. Point. D'abord, la première des choses à dire ici, c'est qu'il n'y a pas de droit sans devoir. S'il a droit de l'homme, ça signifie qu'il a devoir de l'homme. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que le devoir précède le droit ou le devoir a préséance sur le droit. Si nous avons droit à la vie, si un enfant d'un jour a droit à la vie, ça signifie que sa mère a précédemment le devoir de le protéger. Et ceux qui disent aujourd'hui que au nom des droits de l'homme, nous ne pouvons pas attenter à la vie des colons comme eux le font, c'est-à-dire ils réfléchissent en partant de leur présupposé conscient ou inconscient qu'ils ont le devoir de protéger la vie des colons. C'est ce devoir de la protection de la vie qu'eux ont qui leur dit que non au nom des droits de l'homme. Et maintenant, d'où vient ce mot droit de l'homme? Le droit de l'homme vient de la Révolution française de 1789. En effet, avant 1789, le français était sujet du roi. Il n'avait pas de droit. Il n'avait que de devoir envers le roi. C'est ainsi qu'il a eu Révolution 1789. Et cette révolution va franchir le cap, va donner au sujet du roi sans droit le droit. Il devient le citoyen qui a le droit, et étonnamment, ou notamment le droit de vote. Donc la Révolution française assure le passage du sujet du roi sans droit aux citoyens avec droit de voter. Ainsi naît la démocratie moderne fondée sur le citoyen qui a le droit de vote.
C'est très important. Parce que euh, quand on a des expressions pensées engendrées de l'autre côté, en France, en Europe, on a souvent tendance à oublier le contexte d'émergence historique des concepts. Et ce qui fait que, comme le concept droit de l'homme venait de ceux qui n'avaient que des devoirs envers le roi, c'est ainsi qu'on développe le droit. On a oublié le devoir. C'est ainsi que le droit de l'homme français n'insiste que sur le devoir de l'homme. Le devoir de l'homme, pas le droit. Parce que rappeler le droit, le devoir de l'homme, ça signifie rappeler le devoir que le sujet avait à l'égard de son roi. Mais c'est une étude complètement incomplète. Il n'y a pas de droit sans devoir. Où a-t-on déjà vu ça? Mais parce que maintenant, l'Occident crie depuis 1789 le droit de l'homme, le droit de l'homme, le droit de l'homme. Eh bien non, nous on est comme des gens qui ont perdu la raison pour réfléchir. Et d'ailleurs, le droit n'a pas préséance sur le devoir. Entre le devoir de manger et le droit de manger, ou entre le droit de manger et le devoir de chercher à manger, qu'est-ce qui précède? Il faut d'abord chercher à manger. C'est d'abord le devoir de chercher à manger. Et ce n'est qu'après qu'on a le devoir de manger. Voilà un peu, nous, Africains, spécialement nous, Congolais, nous devons réfléchir prudemment quand nous parlons des droits de l'homme. C'est au nom des droits de l'homme que l'Europe nous a atrocement colonisés. C'est au nom des droits de l'homme que la Belgique nous a coupé de main des milliers. Et aujourd'hui, nous devons nous poser la question sérieusement, quand nous sommes en train de défendre les Kuluna au nom des droits de l'homme. Nous ne nous colonisons pas nous-mêmes, ne serait-ce que par notre peur. Mais ce n'est pas ça le problème. Maintenant, revenons sur le deuxième phénomène, le phénomène sorcier. Nous allons nous arrêter un peu sur ce mot sorcier. Avons-nous la compétence de qualifier quelqu'un de sorcier? D'où nous vient cette compétence? Et nous devons nous poser de sérieuses questions parce que nous qualifions tout de sorcier, tout. Aujourd'hui, Mbassou est pratiquement, dans une certaine mesure, maladie des sorciers que l'on jette. Un sorcier va te jeter cette maladie. Eh bien, c'est triste que nous soyons aujourd'hui en plein 21e siècle avec cette même mentalité. D'il y a 3, 4, 5, 6 siècles, et même 2 siècles avant. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que la malaria, malaria, ça vient du mot italien, d'origine italienne, mala qui signifie mauvais, aria ça signifie air. Donc on pensait à l'époque, avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, on pensait que la malaria venait d'un mauvais air. Mais nous, en Afrique, nous, au Congo, on pensait que la malaria était la maladie des sorciers. Avant que l'homme blanc, spécialement le colon belge, s'épanche sur ce qu'on a appelé la médecine tropicale. Avec les découvertes qu'il y avait ici, avec la quinine qu'on a inventée en Hollande, aux Pays-Bas. On a appelé l'Afrique le tombeau de l'homme blanc suite à la malaria. Et l'homme blanc est venu. Il a essayé d'étudier sérieusement jusqu'à nous dire que non. La malaria vient de l'anophèle par la piqûre des moustiques. Et ainsi, c'est ça l'idée de la malaria comme une maladie des sorciers. Une maladie mystérieuse, pour le moins. Aujourd'hui, on est devant Mbassou, une nouvelle maladie qui naît. Et Mbassou est au fond une inflammation des nerfs
une pathologie qui atteint les nerfs. Mais chaque fois que nous nous trouvons devant quelque chose de nouveau, nous devons faire un effort de réfléchir, de nous poser la question d'où vient cette maladie, pourquoi. Mais chaque fois que nous sommes incapables de nous poser la question du pourquoi de ce qu'il y a, ou du pourquoi, du comment de ce qu'il y a, eh bien non. On passe vite à la sorcellerie. Est-ce que la sorcellerie n'est-elle pas expression de notre loi de moindre effort? Mais bien, maintenant, que devons-nous faire? La première des choses, c'est que aucune famille ne met dehors ses fils de bonne foi, avec gaieté de cœur. Non, je ne pense pas. Et ces enfants, s'ils ont été victimes, ça signifie qu'à la base, il y a eu crise économique. En effet, dans les années 1980, c'était les années où la crise déclenchée à partir de la zaïrianisation des Mobutu, la nationalisation des entités appartenant aux étrangers. Et cette zaïrianisation des années 1973 a eu des répercussions économiques. Et la question, sommes-nous aujourd'hui, 2025, sortis de cette crise économique? Je me pose cette question et on ne peut penser résoudre le problème des Koulouna sans faire sortir le pays de cette crise économique. Et plus une crise économique est longue, plus elle s'enfonce, plus elle creuse. Et quand je parle de la crise économique, sortir le pays de la crise économique, il y a aussi un moyen. Il n'y a pas que l'intégration des Koulouna pour des travaux publics. L'intégration exige encore beaucoup. Mais il faut essayer de refaire le pays, de sortir le pays en réintégrant ce peuple, en réintégrant cette portion de la société rejetée par elle-même, qui se retourne contre la même société, en leur trouvant du boulot. Mais d'abord, un problème psychologique, une éducation psychologique, une éducation civile. Mais la première des choses pour moi, c'est sortir le pays de la crise économique. Elle n'a que trop duré. Deuxième des choses, refaire la classe moyenne. Pourquoi ces familles modestes n'ont-elles pas mis certains de leurs membres dehors avant 1980? Ça signifie qu'elles avaient encore le moyen de tenir. Et quand je parle de refaire la classe moyenne, constituer des fonctionnaires, c'est-à-dire savoir donner aux fonctionnaires un salaire décent, pas un salaire de misère. On ne peut pas honnêtement vivre dans un pays où un président gagne un montant que tout le monde ignore, dont lui-même. On ne peut pas vivre dans un pays où les députés, les ministres gagnent des montants, excusez-moi, des salaires faramineux, exorbitants, exagérés, alors que d'autres membres de la même société n'ont même pas 100 dollars. Il faut savoir penser à la justice sociale pour refaire sérieusement la classe moyenne constituée des fonctionnaires. Ainsi, ces familles modestes peuvent reprendre leurs membres qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent plus travailler, ces Koulouna qui ne peuvent plus se réintégrer honnêtement, ils peuvent les mettre chez eux et avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Et troisième des choses, si aujourd'hui les Koulouna font la loi, ça signifie que l'État semble avoir perdu le monopole de la violence permise. Il faut que l'État redevienne le seul à avoir le monopole de la violence tolérée dans une société des droits, dans une société démocratique. On ne peut pas avoir un policier le matin, policier la nuit, Koulouna. Là, on ne peut pas refaire l'État comme le seul organe à avoir le monopole de la violence autorisée. On ne peut pas avoir un militaire le jour en tenue, la nuit
en civil devient Kuluna. Ce n'est pas possible. Il faut refaire la force. Il faut refaire l'État comme le seul à avoir le monopole de la force autorisée. Dès lors qu'un État perd le monopole de la force, les individus s'en accaparent. Ainsi, les Kuluna peuvent aujourd'hui faire la loi. Ils se sont emparés de la force dont l'État a perdu le monopole. Ensuite, je parlais déjà de l'éducation civique. S'il y a Kuluna, ça signifie que l'éducation civique souffre quelque part. Avons-nous encore une éducation civique? Quel type d'homme voulons-nous former? Quel type d'homme cherchons-nous à forger aujourd'hui pour un Congo meilleur? Et s'il y a prolifération des sectes aujourd'hui, nous devons nous poser la question de la politique en matière religieuse. Et dans ces années-là, de 1980, il y avait moins d'églises. Aujourd'hui, Dieu seul en connaît le nombre. Quelle politique en matière religieuse avons-nous? Suffit-il d'avoir un diplôme de théologie pour fonder une église? Quelle nécessité y a-t-il pour l'État d'avoir autant d'églises? Ces églises ne deviennent-elles pas ou ne sont-elles pas des boutiques religieuses, des business religieux? Et enfin, il faut un changement radical de mentalité. Aujourd'hui, le peuple vit sous la peur de Kuluna. Il faut que la peur change des camps, que ça ne soit plus le peuple innocent, meurtri, qui a peur de son agresseur, mais que l'agresseur ait peur d'agresser, de peur d'être lui-même agressé. Il faut un changement de mentalité. Je n'en vois pas, ou je ne vous envoie pas soutenir, assister les mêmes réduits et un innocent, non. Mais savoir que nous avons le devoir d'assister notre compatriote en danger. Et si le Kuluna sait que en agressant un innocent, les autres vont m'agresser, eh bien nous aurons éradiqué. Nous devons nous poser la question aujourd'hui. Une société qui rejette un de ses membres, demain ce membre retournera contre cette société. Nous avons applaudi hier les enfants sorciers. Nous les avons rejetés. Aujourd'hui, qui en paye le prix? Aujourd'hui, nous prenons les Kuluna, nous continuons à les prendre comme une partie négligeable, une partie minable de notre société. Comment ces Kuluna vont-ils réintégrer notre société si nous les considérons tels? Ne devons-nous pas changer notre regard envers eux? Ne devons-nous pas éduquer notre regard? Merci. C'était Francky.